Nous passons directement maintenant à la correction du dossier numéro 1, le dossier cataracte, item 58 du module 5. Ce dossier qui voit monsieur Sylvain R qui a une cataracte cortico-nucléaire bilatérale. Question numéro 1, monsieur Sylvain R vous demande s'il faut l'opérer de sa cataracte, qu'en pensez-vous? Bien entendu, à l'ECN, je ne vous demande pas si vous avez une pratique privée, bien sûr. Eh bien, c'est très très simple, cette question elle est cruciale, on va dire que c'est la base de la chirurgie de la cataracte. La chirurgie de la cataracte c'est une chirurgie de confort, ce n'est pas comme l'appendicite ou un hématome sous-dural. Personne n'est obligé d'être opéré de la cataracte, sauf cas exceptionnel. C'est vraiment une chirurgie de confort pour que le patient voit mieux. Donc l'indication opératoire, comme je dis souvent à mes patients, ce sont les patients qui posent leur indication opératoire et non pas le chirurgien. Parce qu'on opère le patient s'il se sent gêné par sa cataracte, comme c'est une chirurgie de confort. La bonne réponse, c'est donc ni oui ni non. C'est l'indication opératoire dépend de la gêne fonctionnelle visuelle. J'insiste sur ces trois mots, gêne fonctionnelle visuelle, parce qu'à l'ECN, ce sont des mots-clés qui sont cotés. Donc il faut répondre des mots-clés, être très précis dans vos termes. Il y a un champ lexical à respecter. Ce sera donc gêne fonctionnelle visuelle. Mais il est communément admis que l'indication opératoire peut être posée quand l'acuité visuelle du patient est en dessous de 5 sur 10. Maintenant, on n'est pas obligé forcément d'attendre que l'acuité visuelle soit en dessous de 5 sur 10, car si le patient est gêné, qu'il se plaint d'éblouissement ou d'une diplopie monoculaire, eh bien dans ce cas-là, on pourra également l'opérer de sa cataracte. Question numéro 2, quels sont les deux types de cataracte que ce patient peut présenter? Eh bien, il y a deux types de cataracte. La cataracte, la définition de la cataracte, c'est l'opacification du cristallin, cette lentille biconvexe qu'il y a à l'intérieur de l'œil, qui est transparente et qui est à peu près de 22 dioptries de puissance, 22-23 dioptries. Eh bien, cette opacification du cristallin peut concerner plusieurs parties du cristallin. Et en fait, le type de cataracte va en fait donner la localisation de l'opacification du cristallin. Pour ce patient, il y a deux types de cataracte possibles. Il y a la cataracte cortico-nucléaire sénile. Sénile, c'est-à-dire c'est une cataracte liée à l'âge, ce n'est pas un très beau terme, j'en conviens. Cortico-nucléaire, c'est parce que la cataracte, l'opacification du cristallin va toucher le cortex et le noyau du cristallin. Ça veut dire qu'il va toucher le cristallin dans l'ensemble de la lentille, aussi bien périphérique que centrale. Et cette opacification va faire baisser la vision, va donner un trouble visuel, comme un voile visuel au patient. Mais ce patient, M. Sylvain R, est également diabétique. Eh bien, il peut donc avoir une cataracte sous-capsulaire postérieure du diabétique. Je vous vois déjà en train de paniquer derrière vos écrans, vous êtes en train de vous dire mais qu'est-ce que ça veut dire sous-capsulaire postérieure? Vous avez l'impression d'être complètement largué, mais pas du tout. Sous-capsulaire postérieure, vous allez voir, c'est très simple. Le cristallin est à l'intérieur d'une fine capsule, une fine membrane, qu'on appelle la capsule, qui fait 5 microns d'épaisseur. Donc c'est un enrobage très fin. Eh bien, dans la cataracte sénile, dans la cataracte diabétique, dans tous les cataractes métaboliques, eh bien, l'opacité ne va pas toucher le cristallin en lui-même. Le cristallin ne sera pas opacifié. En fait, il y aura une opacité qui va se former entre le cristallin et sa capsule. Entre le cristallin et son enrobage, son emballage, il y aura une opacité, et pas n'importe où, il y aura une opacité qui va se former entre la face postérieure du cristallin et sa capsule. C'est pour ça qu'on dit dans ce cas-là que la cataracte sera sous-capsulaire postérieure, elle sera sous la capsule postérieure du cristallin. Eh bien, on peut avoir également une sous-capsulaire postérieure dans les patients qui sont traités par des corticoïdes au long cours, ce sont les cataractes post-corticoïdes. Voilà les deux cataractes que peut présenter ce patient. Mais j'ai l'impression qu'il y a parmi vous quelques personnes qui se posent une question. J'écoute, est-ce qu'il y a une question? Quelles sont les autres causes de cataracte? Ah, très bonne question, même si ça n'a aucun intérêt pour le programme de l'ECN. Moi, je vais essayer de rester très collé au programme de l'ECN. Il y a d'autres
causes de cataracte, mais vous pouvez les oublier. Il y a des causes traumatiques, tout choc dans l'œil peut provoquer une cataracte. Il y a les causes de maladies ophtalmologiques comme l'uvéite chronique, la myopie qui peuvent donner des cataractes. Il y a des maladies générales génétiques qui peuvent donner des cataractes. Il y a des maladies métaboliques comme l'hypoparathyroïdie qui peuvent donner des cataractes. Mais tout ça, c'est moins important. Restez bien focalisés sur le programme et ce qui peut tomber. Et je préfère ne vous donner que deux étiologies que se perdre dans plein que vous allez de toute façon oublier. Retenez cataracte sénile et cataracte diabétique. Question numéro 3, autre question très importante de ce dossier. Quel traitement lui préposez-vous donc? Ça, c'est une question typiquement méthodo pour vous apprendre à gagner des points. L'important dans le CN, c'est pas d'en connaître plus, c'est surtout de mettre tous les mots-clés pour essayer de glaner tous les points qui sont à prendre. Eh bien, typiquement, quelqu'un qui va connaître la réponse et qui va mettre phacoémulsification, c'est 0. D'accord? Ce que j'attends de vous, c'est que vous soyez méthodique et systématique pour essayer de prendre le plus de mots-clés. Le mot le plus important, ce n'était pas phacoémulsification, qui est le mot qu'on attend de vous, c'est traitement chirurgical. Eh oui, ça paraît tout con. Et les traitements généraux, les mots généraux, les termes généraux, c'est ce qu'il faut mettre en premier. Et après, petit à petit, on va rentrer dans les détails. Mais si vous suivez cette méthode de partir des termes généraux et ensuite d'aller dans les détails, vous allez attraper tous les mots-clés. Si d'emblée, vous allez tête première en sortant le mot-clé, typique de la question, là, vous allez perdre la moitié des points, ce qui est quand même dommage. Le but du concours, c'est d'avoir le plus de mots-clés, tout en sachant la même chose que tout le monde. C'est ça. Alors, traitement chirurgical, ça veut dire que le seul traitement qui marche pour la cataracte, c'est d'opérer la cataracte. Il n'y a pas de traitement médical. Traitement chirurgical, et les termes spécifiques de la cataracte, c'est extraction extracapsulaire par phacoémulsification avec mise en place d'un implant intraoculaire de chambre postérieure dans le sac capsulaire. Alors là, ça y est, vous êtes complètement largué, mais rassurez-vous, pareil, tout est très simple. Extraction extracapsulaire, ça veut dire qu'en fait, on enlève le cristallin, mais on laisse en place sa capsule. La fine membrane qui contenait le cristallin, on la laisse en place. C'est très important. Donc c'est pour ça qu'on dit que c'est une extraction extracapsulaire. Avant, il y a de nombreuses années, on enlevait tout, on arrachait tout, et on faisait ce qu'on appelait une extraction intracapsulaire, on arrachait même le sac. Mais ça, c'est une technique dont je vous parle, que je n'ai même pas connue moi-même. Donc retenez extracapsulaire. Par phacoémulsification. Phaco, ça veut dire cristallin. Et émulsification, ça veut dire qu'on va le transformer en bouillie. On va l'émulsifier grâce à une technique des ultrasons. On va rentrer un instrument qui va, tel un marteau-piqueur avec des ultrasons, qui va fragmenter le cristallin en une bouillie et qui va l'aspirer. C'est la technique de la phacoémulsification. Il y a une nouvelle technique qui va, dans les prochaines années, se développer. C'est un laser qui va prédécouper le cristallin, mais on sera obligé tout de même à l'avenir d'enlever les morceaux de cristallin par phacoémulsification. Donc la phacoémulsification a encore de belles années devant elle. Avec mise en place d'un implant, bah oui, parce que je vous ai dit tout à l'heure que le cristallin était une lentille d'une certaine puissance. Si on l'enlève, il faut bien la remplacer par une autre lentille, par un cristallin artificiel, un implant intraoculaire, une lentille qu'on va rentrer dans l'œil. De chambre postérieure, ça veut dire qu'on va la mettre derrière l'iris, parce qu'il y a 20 ou 30 ans, on mettait des implants devant l'iris, des implants de chambre antérieure, mais qu'on ne met plus du tout aujourd'hui. On va le mettre derrière l'iris et plus précisément dans le sac capsulaire, c'est-à-dire dans la capsule où se trouvait le cristallin. C'est-à-dire qu'on va mettre l'implant en position anatomique, là où se trouvait le cristallin, dans sa capsule. Voilà pour la question numéro 3. Mais à nouveau, j'entends quelqu'un qui se pose une question, quelqu'un qui est torturé derrière son écran. Je t'écoute, mon cher ami, qu'as-tu à me demander? Est-ce la même technique qu'il s'agisse d'une cataracte sous-capsulaire ou corticonucléaire? Mon Dieu, mais c'est une excellente question. C'est vrai, vous vous dites, est-ce qu'on va enlever le cristallin alors que l'opacité de la sous-capsulaire postérieure, comme je l'ai dit précédemment, ne touchait pas le cristallin, mais était entre le cristallin et sa capsule à la face postérieure? Eh bien, la réponse est oui, c'est le même traitement. On va retirer le cristallin et en retirant le cristallin, l'opacité va partir avec. C'était une excellente question, mon cher ami. Ce qui nous permet de passer donc à la question numéro 4. Monsieur R redoute simplement les risques liés à une anesthésie générale. Que lui répondez-vous? Eh bien, il faut rassurer ce patient, car l'intervention chirurgicale ne nécessite pas d'anesthésie générale,
sauf cas exceptionnels, notamment les trisomiques ou les patients déments, mais c'est très exceptionnel. En très grande majorité des cas, nous allons faire une intervention sous anesthésie topique. Topique, c'est-à-dire qu'on met simplement des gouttes d'anesthésiant sur l'œil et c'est parti mon kiki, on rentre dans l'œil. Et oui, ça marche très bien, c'est ce qui est fait le plus souvent aujourd'hui. Classiquement, avant, on faisait aussi des anesthésies loco-régionales, ce qu'on appelait péribulbaire. On rentrait une aiguille dans la cavité oculaire autour de l'œil, péribulbaire, et on injectait des produits anesthésiants. Mais aujourd'hui, on ne le fait plus, hein, vraiment. Dans, on va dire, 95 ou 99% des cataractes, c'est une anesthésie topique. Question numéro 5, quel bilan ophtalmologique préopératoire allez-vous réaliser? Eh bien, je ne parlais pas du bilan anesthésique, hein, parce que le bilan anesthésique n'est même pas obligatoire, hein, ça dépend des patients. L'important, avant d'opérer un patient, c'est de savoir quelle puissance en dioptrie de lentille on va mettre dans l'œil. Quelle est la puissance de l'implant qu'on va mettre dans l'œil? Oui, parce que je vous ai dit tout à l'heure que le cristallin avait à peu près une puissance de 22 dioptries. Mais on ne va pas mettre forcément un implant de 22 dioptries. Pourquoi? Eh bien, imaginez-vous, c'est ça la grande classe de la chirurgie de la cataracte. Le patient, on va lui enlever la cataracte, hein, donc c'est ce cristallin qui était devenu opaque, qui lui brouillait la vision. Donc déjà, on va lui rendre la clarté de sa vision. Mais le chic du chic, en plus de lui donner de la clarté de la vision, c'est de se dire, au lieu de lui mettre des lunettes, hein, qui va corriger sa vision, sa myopie ou son hypermétropie, eh bien, on pourrait mettre un implant dans l'œil qui va corriger cette myopie qu'il a toujours eue, ou cette hypermétropie, ou cet astigmatisme qu'il avait. Au lieu de mettre une lentille sur l'œil comme des lentilles de contact, au lieu de mettre des lunettes à l'extérieur, eh bien, on pourrait choisir un implant avec une dioptrie idéale pour que le patient devienne hémétrope, c'est-à-dire pour que le patient n'ait plus besoin de porter de lunettes pour voir de loin, par exemple. Eh bien, c'est possible. Et pour cela, pour trouver la bonne puissance de l'implant à mettre au patient, il faut faire 2 examens. Premièrement, une échobiométrie qui va permettre de calculer la longueur de l'œil. Et ensuite, une kératométrie, c'est un examen automatisé qui permet de mesurer les rayons de courbure de la cornée pour nous donner la puissance en dioptrie de la cornée. Et ces 2 résultats nous permettront, grâce à une machine, de nous donner la valeur de dioptrie idéale pour que le patient devienne hémétrope. Vous vous rendez compte? Non seulement on va rendre la vision au patient, et en plus, sans lunettes. C'est quand même extraordinaire. C'est-à-dire qu'il y a des patients qui ont 70 ans, qui sont opérés de la cataracte et qui, pour la première fois de leur vie, voient sans lunettes. Oui, c'est possible. En plus, maintenant, il existe des implants multifocaux pour voir de loin et de près sans lunettes, des implants toriques pour corriger l'astigmatisme de la cornée, et il existe des implants multifocaux toriques. Donc aujourd'hui, on a toute une gamme d'implants pour pouvoir donner aux patients le meilleur confort de vision, et ce, sans lunettes. Question numéro 6, pour finir, quelles sont les complications de ce traitement? Eh bien, vous n'avez pas à connaître les complications péropératoires, mais juste les complications post-opératoires. La plus grave, mais heureusement la plus rare, c'est l'endophthalmie, c'est l'infection intraoculaire qui transforme l'œil en une boule de pus. C'est très grave, mais heureusement tout à fait exceptionnel. Il faut quand même prévenir les patients de ce risque-là. Il y a également comme complication un peu plus fréquente l'œdème maculaire. C'est le fait que la macula, le centre de la rétine, devienne inflammatoire à cause de l'opération. Et on peut avoir un œdème de la cornée. Donc c'est un œdème de la cornée à cause des ultrasons qui ont été délivrés à travers la cornée, qui ont pu brûler ou abîmer la cornée. On peut avoir également des décollements de rétine dus aux variations de volume dans l'œil suite à l'opération. Et enfin, dernière complication, la moins grave mais la plus fréquente, c'est ce qu'on appelle la cataracte secondaire. La cataracte secondaire, c'est le fait qu'une opacité se forme sur la capsule postérieure au contact de l'implant et fasse à nouveau baisser la vision. Dans ce cas-là, il faudra faire un trou dans la capsule postérieure avec un laser qu'on appelle le laser YAG. On fera une capsulotomie. Et cette capsulotomie fera un trou dans la capsule postérieure pour enlever l'opacité et rétablira la transparence de l'axe visuel, et ce définitivement parce qu'il n'y a pas de cataracte tertiaire. Voilà, j'en ai fini avec ce dossier numéro 1 et je vais l'illustrer avec une petite vidéo pour vous montrer la chirurgie de la cataracte. Voilà une vidéo de chirurgie de cataracte, hein, c'est pas pour vous faire vomir, d'ailleurs vous allez voir que c'est absolument très classe, il n'y a pas une goutte de sang. On rentre le bistouri dans la cornée, vous voyez, on rentre en chambre antérieure, on rentre le bistouri, c'est une incision de 2 mm, c'est tout petit et il n'y a pas une goutte de sang. Vous voyez, ça n'a rien à voir avec la gynéco, où j'avais perdu, je me souviens quand j'étais externe, une paire de chaussures.
Et ensuite, une deuxième petite incision. L'important ensuite, c'est, voilà, vous voyez, c'est très beau, hein, le reflet de la rétine, cette couleur orangée qui peut rappeler un coucher de soleil. Donc c'est vraiment très très beau cette chirurgie. Bon, une mini goutte de sang, 1 microlitre, hein, c'est rien du tout. Nous allons ensuite faire ce qu'on appelle le capsulorhexie, c'est-à-dire qu'avec une pince, comme vous pouvez voir, on va faire une ouverture dans la capsule du cristallin, cette fine membrane. On va faire une ouverture circulaire, comme un couvercle, à travers lequel nous allons extraire le cristallin. C'est-à-dire qu'il faut ouvrir la capsule antérieure, faire une forme de couvercle, et ce couvercle va nous permettre d'extraire le cristallin. On appelle ça le capsulorhexis. Vous pouvez voir, hop, et on enlève, hein, vous pouvez voir avec cette pince, et on enlève cette capsule. Ensuite, on va procéder à ce qu'on appelle l'hydrodissection, c'est-à-dire qu'on va injecter à l'aide d'une canule de l'eau entre le cristallin et sa capsule, qui permettra de bien disséquer et désolidariser le cristallin de sa capsule, vous voyez, comme ça. Et là, on va rentrer la sonde de phacoémulsification qui va nous permettre d'aspirer et de fragmenter le cristallin. Phacoémulsification, on rentre à la main gauche un petit micro-manipulateur, un petit crochet qui nous permet de manipuler le cristallin. Donc vous voyez, le gros instrument à droite permet d'aspirer le cristallin, on le casse en deux et puis on l'aspire. Voilà, on rentre dedans, on s'aide du micro-manipulateur pour casser le cristallin en plusieurs morceaux, en plusieurs fragments, et ensuite on aspire jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien. Voilà, après il reste des reliquats, on appelle ça les masses, et on va les enlever à l'aide d'une autre canule. Et voilà, vous voyez qu'à la fin, il ne reste plus rien que la capsule. Par contre, la capsule, il faut la laisser en place, hein, vous avez compris. Et qu'est-ce qu'on va mettre dans le sac de la capsule? Eh bien, on va mettre un implant. Regardez, on va injecter l'implant. Il faut que mon interne prépare l'implant. On rentre l'implant grâce à une cartouche, toujours à travers l'incision de 2 mm. Et l'implant rentre, pénètre dans la capsule, dans le sac de la capsule, et se déplie, s'ouvre, hein, comme une chrysalide. C'est formidable, on a l'impression de donner la vie. Il se déplie entièrement. Voilà. Ici, c'est un implant spécial dit multifocal. Vous voyez, il y a des cercles concentriques dans l'implant et ces cercles concentriques permettent aux patients de voir de loin et de près sans lunettes. Terminé. On fait un œdème d'Eberge. Il n'y a pas besoin de faire de point de suture. Voilà. Et à la fin, le patient verra le lendemain ou le surlendemain 10 sur 10 de loin et de près sans lunettes. Je vous remercie de votre attention.